Moi, c'est Taleb Amazi, artiste, plasticien togolais, et résident aux États-Unis. Je fais de l'art depuis plus de 40 ans. J'ai quitté mon pays, le Togo, depuis dans les années 95 pour les États-Unis, sous une invitation d'une galerie pour aller faire une exposition là-bas. Et donc, à partir de là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités que je devrais saisir là. Et j'ai dû m'installer là-bas. Et donc, depuis plus de 25 ans, je suis là-bas. « 25 ans, on dirait que c'était hier. Le temps passe tellement que, très vite, tellement que si on ne fait pas attention, on oublie. Mais le parcours n'était pas aussi facile comme beaucoup de gens le pensent. Parce que d'abord, immigrer dans un autre pays que vous ne connaissez pas au départ, où il y avait aussi le problème de langue, il fallait aussi s'intégrer, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'un artiste. Les États-Unis, ce n'est pas un pays qui connaissait à peu près l'Afrique dans sa totalité. Et je pense que c'est maintenant qu'ils arrivent à accepter certaines choses. C'est vrai. Et il y a une minorité de Noirs qui existe là, qu'on a fait partie, nos frères, mais il y avait ce conflit-là. Donc il y a tout un amalgame de choses que j'ai traversées avant de s'imposer comme un artiste plasticien aux États-Unis. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, c'est au cours de ces 6 dernières années que j'ai commencé, que les gens maintenant, que je peux dire que je suis un artiste vraiment qui vit aux États-Unis. Parce que là, je suis invité un peu partout. J'ai même plein d'expositions que je ne sais même pas quoi faire avec. Mais le départ n'était pas aussi facile que ça. Il fallait travailler. J'avais la famille. Il fallait nourrir la famille. Donc j'étais à cheval entre les boulots, les études. Parce qu'entre-temps, il a fallu que je m'intègre, mais pour pouvoir intégrer une société, il faut la connaître mieux. Et moi je n'avais pas, j'étais un autodidacte au départ ici avant de partir. Et donc il fallait aussi connaître l'histoire de l'art et connaître aussi l'histoire dans laquelle ces artistes européens figuraient. Et donc je suis rentré. Et j'ai commencé par les petites écoles des Beaux-Arts. Et ensuite, je suis rentré à l'Académie des Beaux-Arts en 2000, et où j'ai eu mon master d'ailleurs. Et là, j'ai aussi travaillé dur pour m'imposer en tant qu'artiste. Et tiens-toi bien, il y avait mon fils, qui est mort il y a 2 ans, mon premier fils d'ailleurs. Il était né. Et il avait le asthme, et donc je devais être à l'hôpital, à l'école, au boulot, et puis d'autres activités. Et ceux qui ont fait l'Europe vous diront que ce n'est pas aussi facile comme les gens le pensent. Et donc, comme j'étais déterminé, comme j'avais une folie de désir de réussir et d'être aussi reconnu comme un artiste plasticien, africain, résident parmi tant d'autres. Et je courais de gauche à droite pour pouvoir s'imposer par les expositions. Et des fois même, il fallait me voir dans les rues de New York. Je transportais mes tableaux sur la tête pour aller dans les galeries, ce qui n'était pas faisable. Mais je le faisais quand même parce que c'est ce que moi je connaissais. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre le jeu, parce qu'au fait, c'est le jeu. Et aujourd'hui, il y a aussi une ouverture sur l'Europe et la Russie et en Afrique aujourd'hui, comme vous me recevez.
l'histoire reste un peu mystérieuse. C'était un samedi, un 26 mai. Il avait 19 ans. Je travaille beaucoup avec mon fils pour mes affaires. Moi, je fais des affaires en dehors de l'art au Libéria. Et donc, je l'ai demandé, il est venu me voir, il dit « Papa, j'étais venu te dire bonjour et ça va, comment tu allais ?» Je dis « Bon, ça va mon fils, mais en temps avant de partir, donne-moi le dossier là. » Il a pris le dossier au-dessus de l'armoire pour amener et puis je lui parlais du dossier, il dit « Bon, papa, je vais revenir, donne-moi quelques minutes, je vais revenir et puis on va travailler sur le dossier. » Je lui dis « Mais où vas-tu » Il dit « Bon, il a... la copine de son ami allait recevoir son diplôme, donc ils allaient tous là-bas. » Donc au cours du chemin, selon ce qu'on nous dit, sa voiture prenait feu, il s'est arrêté pour voir ce qui s'est passé et ensuite ils ont continué. Et quelque part, il voyait que la voiture commençait à prendre le feu et il dit à son ami de descendre. Et lui maintenant il conduit et il s'arrête à côté et puis bon. Et la voiture prend feu, beaucoup de gens ont cherché à le sauver, mais ça n'a pas eu lieu. Et il est parti. Et de là, son frère m'appelle en pleurant que bon, he didn't make it. Who didn't make it? Me, my brother, he didn't make it. He has a car accident. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Moi, je me suis dit que c'est un accident. Bon, si c'est un accident, il faut que je voie mon fils. Si j'y arrivais, bon, sur le lit d'hôpital, je vais retrouver mon fils, mais ce n'était pas le cas. Et là, on me dit que, bon, j'appelle et en même temps, on a bloqué la rue. Même si vous tapez mon nom, Taleb Amazi sur Google, vous allez voir l'incident là. Et c'est un incident que même les sapeurs-pompiers gardent dans l'histoire parce que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de sapeurs-pompiers aux États-Unis. Bon, et puis il est incarciné dans la voiture. Je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a conseillé de ne pas le voir parce que... Et comme je suis un artiste visuel et que je peins, j'aurais des cauchemars. Et donc, c'est comme ça que mon fils m'a quitté. Et donc, c'est comme ça que mon fils m'a quitté. Merci. Ça représente la vie, une histoire, toute une histoire. Chaque œuvre, chacune de mes œuvres représente toute une harmonie d'histoire, de tradition, de culture africaine. Et bon, quelle que soit la vivité des couleurs, vous allez aussi trouver l'âme de l'Afrique dedans. Et je travaille beaucoup avec les calebasses. D'ailleurs, on m'appelle maintenant le père des calebasses volantes. Et parce que j'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir avoir cette idée-là. Et d'ailleurs, je remercie mon fils là, qui me l'a donné, parce que après sa mort, et comme tout parent, j'étais bouleversé. Et pendant des mois, même quand je prends ma voiture pour aller au studio, je me retrouve quelque part. Et il faut que les gens viennent me chercher là-bas, c'était toute une folie. Bon, et ensuite, un jour, j'étais là dans le studio, j'arrive, de temps quand j'arrive, c'est les pleurs. Et j'étais là assis et il rentre, je vois une personne rentrer, c'est mon fils. J'étais paniqué et on dirait que c'est un rêve, mais non, c'était pas un rêve, c'était une réalité. Il arrive, il m'apparaît, il dit, mais papa, pourquoi tu pleures? Je t'ai jamais vu pleurer et puis je sais que tu es un papa dur et un papa fort
est-ce que tu t'es pas heureux de m'avoir pendant les 19 ans? C'est la question qu'il m'a posée. Il dit, mais bien sûr mon fils, de quoi parles-tu? Il dit, de toutes les manières, moi je suis très heureux de t'avoir comme papa et durant toutes ces années-là. Il dit, de toutes les manières, ressaisis-toi, continue ton travail et je vais te venir un jour. Et en même temps, il quitte le studio, il part et puis je le vois s'envoler, il part. Et ensuite, je vois une calebasse qui vole avec lui. Et donc, en même temps, j'ai capté l'image et de là, j'ai quitté et j'ai pris le pinceau. Et c'est l'œuvre la plus populaire maintenant et aux États-Unis. Et même l'œuvre se trouve tout à l'heure au musée de Columbus. Et donc, j'ai commencé en même temps le travail. Il a mis de l'essence en moi. Il me dit, papa, travaille. Et puis bon, j'ai commencé le travail. Après ça, j'ai produit plus de 2000 œuvres. Et tu vois, donc je travaillais constamment. Je ne dormais pas. Manger, ce n'était pas ça mon problème. Il y avait du vin à côté, bien sûr, mais je travaillais beaucoup. Les nuits, je pouvais sortir une série de travail de 100 œuvres en moins de 2 mois. Donc c'était devenu une folie de travail parce que, en fait, il m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a donné une leçon de pouvoir accepter certaines choses parce que moi je dis que c'est une bénédiction parce que ce n'est pas donné à tout parent et je ne souhaite même pas ça à un de mes ennemis parce que c'est une période dure et que si vous n'êtes pas béni ou bien vous claquez, c'est toute folie qui arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas réveillés de ce calvaire-là. Et donc, et comme je le dis dans mes œuvres, il y a toujours cette philosophie de savoir. Il y a toujours derrière mes œuvres toute une histoire. À travers mon œuvre, tu peux écrire des livres, faire des poèmes et tout. Et je suis toujours dans le surréalisme, un peu façonné quoi, le style Talley. Et donc même si je suis en train de peindre, je suis en train de faire le réalisme, et dans sa totalité, le surréalisme apparaît. Et donc c'est comme ça qu'on peut lire mes œuvres. Non, j'étais un artiste surréaliste avant de quitter le pays. Et d'abord, j'avais une école. On m'appelait Kablazeto, le petit sorcier Kabier, parce que j'étais parmi... il y avait à l'époque, Kabier c'est du nord, à Kara, du Togo. Et je suis du nord, de Kara. Et donc à l'époque, il y avait toute une école. Il y avait l'école du professeur Aïe. Il y avait le professeur Dabla qui était là, Salah, il y avait Kosiasu, il y avait Agboli, il y avait Sokeidor, et il y avait tant d'écoles au sud. Moi, je viens avec un style nouveau qui était surréaliste. Et donc, j'étais un peu, et je pense que c'est le style-là qui m'a un peu levé à l'époque et être connu parce que mon style à l'époque était un peu mystérieux. Toutes mes œuvres étaient mystérieuses. Oui. Et elle a été toujours ma passion, cette calebasse-là. Et parce qu'au fait, quand tu regardes l'évolution humaine, et on a commencé à boire avec les mains et ensuite les feuilles. Et là, je peux dire que la première découverte humaine fut la calebasse. Parce qu'en ce moment, il a fallu que l'homme pense à chercher une calebasse. Et puisqu'à l'époque, c'était avec ça, et dans ça qu'il mettait les fruits pour garder, et les gouttes dans lesquelles il mettait de l'eau. Il y avait tout un tas de trucs avant même, et comment l'appelle-t-on, l'argile. Et ensuite le fer, et ensuite le verre. Donc la première style de cuisine était la calebasse. Parce que c'est tout ce que vous pouvez voir
dans une case ou quelque part là, dans les rocs là. Et c'est les premières choses que tu pouvais découvrir avant la découverte de l'argile. L'art au Togo, nous avons tant d'artistes, nous avons beaucoup de talents, mais ces talents ne sont pas nourris. Et c'est la triste nouvelle. Et puis ceux qui sont nourris essaient de marginaliser les autres. Et moi, en tant qu'un artiste, je ne peux pas dire que, bon, parce que je suis à la hauteur et je suis arrivé au seuil, d'abord on n'arrive même pas au seuil. Et en tant qu'artiste, parce que chaque jour on apprend. Moi, je n'ai jamais fini d'apprendre. Et donc, comme je le dis, il faudrait que cette mentalité change ici. Il faudrait que l'autorité, du moins togolaise, puisse comprendre que la culture, les artistes sont à supporter, on doit les supporter. Et sinon, tu sais, d'abord quand les touristes arrivent dans un pays, c'est-à-dire il faut les hôtels, et tout ça là, ça fait partie. Et c'est le ministère là qui vraiment qui fait venir de l'argent dans le pays, avant le ministère des Finances. Mais aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un, il veut être ministre des Finances. Or, quelque part, ou ministre de la Défense, quelque part, et le vrai trésor, c'est au ministère de la Culture. Tu vois, non? Et ils ne comprennent pas ça. Et moi, je me dis que, quelque part aussi, ils ne comprennent même pas que les œuvres, est-ce que nous avons les patrimoines du pays? Est-ce qu'ils connaissent la valeur? Est-ce qu'ils peuvent nous donner, comment l'appelle-t-on là, la signification du patrimoine? Qu'est-ce que nous avons comme patrimoine? Tu vois, non? Or, quelque part, il faut étudier tout ça là et mettre en valeur les œuvres des artistes. Normalement, ils devraient acheter chaque artiste pour les mettre dans les bureaux publics. Moi, j'arrive au niveau du ministère comment l'appelle-t-on là, la direction de la culture. Mais quand j'arrive là, je ne vois même pas une œuvre d'un artiste. Non, dans le rôle, tout ce que je voyais, c'est une statue de Marie. Mais je dis, mais écoutez, on est dans quel monde? La direction de la culture du Togo, où on ne voit pas une sculpture d'un artiste ou une œuvre d'un artiste. Moi, je dis, mais on se moque de qui ça? Je suis allé au niveau du Puy-Théodora. Il n'y a rien. Je ne vois rien là-bas. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de supporter les artistes? Je ne suis pas encore allé à la présidence, je ne sais pas, mais selon ce qu'on me dit, bon, on a beaucoup de collections là-bas. Mais quels sont ces artistes? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont connus internationalement? Est-ce qu'ils sont sur le marché de la bourse? Tu vois, tout ça là, il faut qu'on étudie tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est là qu'il faut vraiment chercher à savoir comment on peut vraiment élever la culture togolaise. Regardez le Burkina à côté, regardez le Ghana à côté, regardez le Bénin à côté. Mais le Togo, mon cher pays, et qui n'a pas une galerie, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, nous avons de grandes personnalités qui ont fait les études à l'étranger. Ils ont vu à New York, ils n'ont pas, comment l'appelle-t-on là, une mine de phosphate, ou bien une mine d'or, ou bien les champs de pétrole, ils n'ont pas. Mais New York fut l'État le plus riche et le plus fréquenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont les musées, ils ont les galeries, ils ont tout, où les touristes peuvent arriver et voir. C'est tout. On peut le faire au Togo. Moi, j'ai dû investir pour chercher un dealer en Allemagne d'abord, qui m'a introduit au docteur Elma. Elma est le président des curateurs en Allemagne. Donc, et en même temps, comme Dieu le faisant,
on est tombé d'accord sur certains points. Il est aussi un grand admirateur de mes œuvres. Et en même temps, on a commencé le travail. Sur champ, il m'a proposé plus de 4 expositions déjà. Et donc, mais j'ai payé au départ pour chercher. J'ai payé toute une fortune. Et même dans les magazines, dire qu'aujourd'hui ta est sortie, non. Si j'ai un $2000, je dois le mettre dans le magazine pour que mes œuvres sortent là-bas. Et parce que c'est à partir de là, tu dois faire ton propre pub, hein, ta promotion, tu vois, non? Et donc si tu ne veux pas t'engager à faire ta propre promotion, je ne vois pas qui va le faire. C'est à partir du moment que tu as compris et tu sors de cet état d'impasse que beaucoup de gens commenceront à te voir. Les galeristes aujourd'hui en Europe ne veulent même plus faire un travail. Enfin, tu dois faire ton travail avant parce qu'ils se disent que bon, t'avoir et puis mettre beaucoup d'argent sur toi avant de gagner demain, ça prend du temps. Donc ils cherchent déjà ceux qui sont déjà établis et connus parce que là c'est plus facile pour eux de vendre. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui a fait que je suis aujourd'hui connu en Europe. Même j'ai une exposition en octobre à l'aéroport de Munich. Et ensuite dans 2 musées, dans une galerie en Allemagne. Et je pense qu'en octobre, le biennale de l'Italie. Et je suis aussi en train de préparer une exposition au musée de la Russie. Et c'était lors de ma tournée en Allemagne que j'ai croisé le directeur du musée de la Russie. Et donc on a dîné ensemble et il s'intéressait de mes œuvres et il a demandé à ce que je crée une série qui serait exposée en Russie. Oui, il y a 25 ans que j'ai quitté, je cherche à revenir. J'ai mes projets sur lesquels je suis en train de travailler au Togo. Et d'ailleurs, je viens au moins par an, 2 fois par an au Togo et 3 fois par an en Afrique. Et donc je suis là et je commence à revenir et m'installer parce qu'aujourd'hui, je me suis fait connaître aux États-Unis ou en Europe. Et donc les acheteurs, je les amène maintenant au Togo pour venir nous voir là-bas. Donc s'il faut qu'ils achètent mes œuvres, il faut qu'ils viennent me voir. Et aujourd'hui, malheureusement, avant que les gens ne puissent voir mes originaux, il faut qu'ils aillent dans les musées en Europe pour voir ce qui n'est pas bon. J'aimerais revenir ici et créer toute une série de portraits, parce que je suis en train de travailler sur les portraits. Et sur une série de portraits des artistes, de grands artistes qui ont vécu. Et parmi tant d'autres, le professeur Haï, le professeur Dabla, et le grand Ohin. Il y a aussi Agboli, le grand Agboli, et puis tant d'autres. Il y a Sokedor qui vit, et Kosiasu qui vit, et qui méritent à voir leur portrait inauguré un de ces jours. Donc c'est ma façon de glorifier les artistes qui ont vécu et qui ont travaillé beaucoup. Et donc je pense que quand je reviens, c'est le plus grand projet que j'aurai à faire. Et puis aussi, il y a aussi le projet des présidents qui ont vécu et qui sont là. Et ensuite, à la longue, ceux qui viendront, si Dieu nous permet, on continuera de faire les portraits. Parce que quand vous allez à la Maison Blanche, et chaque fois que le président arrive, on doit faire son portrait. Et d'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est de créer une école des beaux-arts. Et on n'en a pas. Kosiasu a essayé, mais bon, il n'a pas eu de soutien. Et quelque part, moi, je pense que si on revenait ensemble,
et pour vraiment créer cette école, je pense que ça ferait du bien, ça ferait un plus. Et maintenant, commencer, je sais même pas, il n'y a même pas de mots à exprimer à votre égard. Parce que quand j'ai appris que Micro TV était la mère promotionnaire des artistes contemporains et plasticiens, j'étais ému. J'ai dit bon, au moins pour la première fois, quelqu'un a eu l'idée de pouvoir chercher à promouvoir des artistes. Donc je vous remercie infiniment pour votre courage et votre dévouement. Merci beaucoup et Micro TV, et je demanderai à tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous voir, et que la première des choses qu'ils peuvent faire, c'est de faire des dons à Micro TV. Et parce que, au fait, chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons des organismes qui vont faire un travail bénévole. Mais la population a le devoir de pouvoir supporter. Je pense que toutes les compagnies qui sont là devraient peut-être s'aligner à vous, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder la télé. Et je pense que s'ils s'abonnent à votre chaîne, ça fera un plus pour vous encourager de mieux, pour pouvoir supporter les artistes comme nous. Et c'est une fierté que je revienne du pays et de l'étranger et trouver les jeunes frères qui ont eu l'amabilité de m'inviter. C'est à moi l'honneur d'être parmi vous. Et merci aussi à tous mes frères qui sont toujours dans l'art et qui travaillent, qui exercent. Je sais que c'est pas un métier, c'est un métier noble, mais qui n'est pas aussi facile. Mais on doit tenir le coup parce que je sais que l'avenir est devant nous. Et je crois. J'ai une certitude que dans un peu de temps, les choses vont commencer à se décanter à notre faveur. Et au fait, dans cette interview, si j'ai eu à offenser quelqu'un, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu. Mais bon, c'est du fond de mon cœur que j'ai dû m'exprimer. Et que je demande pardon à ceux-là qui se trouveront un peu offensés. Sinon, ce n'est pas de ma nature d'offenser qui que ce soit. Mais c'est toute une vérité quand même. Merci.